petit bâtard, j't'en MC dans mon fusil à lunettes. Fais pas le temps, tu tailles comme une allumette. Nous sommes des femmes, nous existons, nous, femmes, hommes, Adelphes, ne sommes pas l'objet d'un débat. Il n'y a pas de débat entre le féminisme universel et un féminisme intersectionnel. Il n'y a pas matière à faire une tribune, comme il a été fait dans Marianne, aucune polémique à analyser, comme il a été fait sur Arrêt sur Image, aucun texte à dépublier, comme il a pu être fait dans Huffington Post, aucun article à écrire, comme il a été écrit dans Le Monde ou Libération, aucune story à faire. Il n'y a pas de pour, il n'y a pas de contre, il n'y a pas de débat dans le féminisme. Il y a la transphobie. Vos juges ne nous accordent pas les papiers. Vos patrons ne veulent pas de nous. Vos journaux nous mégenrent quand nous sommes mortes. Ils donnent la place, complices, à votre haine. Vos médecins nous mutilent quand nous sommes intersexes. Ils refusent nos traitements. Votre police nous terrifie. Nous redoutons vos prisons. Vos fétiches quand nous baisons. Nos familles sont brisées. Nos militantes sont harcelées et tabassées. Nos corps sont assassinés, balancés du haut d'un pont. Nos corps doivent être stérilisés et notre descendance ne nous appartient pas. Nos corps n'existent pas dans vos livres. Vous ne comptez pas nos mortes. Vous effacez notre histoire. Il y a l'organisation systémique de la transphobie par votre société, de l'État au Twitter d'une ex-fémène. Il y a la haine des femmes transgenres, des hommes transgenres et des personnes transgenres. Chacun de vos mots est un coup porté dans nos ventres. Il y a la précarité et la solitude qui nous poussent au suicide. Notre solitude est une prison dont le patriarcat a la clé. Et c'est du fond de ta cellule, ma sœur, mon Adelphes, que tu nous entends crier ici. Ils disent que tu en fais trop. Ils disent que tu renforces les clichés genrés. Ils disent aussi que tu n'en fais pas assez. Ils disent que tu essaies mal. Ils disent que tu aurais besoin de chirurgie. Ils disent que tu mutiles ton corps. Ils parlent toujours à ta place. Ils exhibent ton corps sur les réseaux. Ils n'utilisent pas ton vrai nom. Ils refusent ton humanité. C'est du sexisme. Leur injonction contradictoire et leur standard impossible. C'est de la violence. On tue celles et ceux qui n'ont pas de nom. Tu es une femme comme une autre. Tu as un nom. Lève les yeux sur ton corps. Prends ce qui t'appartient. Dérobe-toi. Crie. Échappe-leur. Ces femmes refusent ton humanité. Ces hommes te condamnent à mourir. Hurle maintenant avec nous. Ne débat pas. Dis « Je meurs de votre société binaire et violente. Mais je ne me contenterai pas de vous survivre. Je vivrai. Et je ferai de votre société nécrophile un jardin pour mes Adelphes. » Bonjour à tous et toutes, bienvenue à notre second rendez-vous du Lobby Queer. Nous sommes ici pour discuter de l'organisation concrète du grand remplacement queer et du renversement du capitalisme cis-hétéropatriarcal. Mais avant de lancer les thérapies de reconversion queer, nous souhaitons aujourd'hui discuter de transphobie. Je suis Lucifer et j'utilise le pronom elle. Et moi c'est Robin le non-bin et j'utilise les pronoms il ou elle. Petit point de vocabulaire, dans la tribune qu'on vient de vous lire, qui a été publiée dans Libération et qui s'est affichée au-dessus de l'écran, le mot Adelphes a été utilisé plusieurs fois. Adelphes, c'est le mot qu'on utilise pour parler des liens frères-sœurs, mais de manière non genrée. C'est ça. Et du coup, vous pouvez la retrouver via les liens Libération. Ça s'appelle « À toi, ma sœur, mon frère, mon Adelphes ». Elle a été écrite par Ellie Oreng, qui fait partie du collectif Queer Week. Et vous pouvez voir à la fin de l'article toutes les personnes signataires. Parmi les personnes que vous pouvez connaître, il y a le comédien et réalisateur Océan, la féministe décoloniale Françoise Vergès et des collectifs tels que Accept ST, Le Strass, Fier et Collage Féministe, plein de collages féministes et plus de 1000 signataires et 80 collectifs. Voilà.
Donc pour parler de transphobie aujourd'hui, on va d'abord rappeler ce qu'est la transidentité. Je vais vous faire un petit point rappel théorique parce qu'en fait on va aborder des clivages au sein du féminisme actuel, clivages qui sont même parfois remis en question. Et après on va discuter un thread qu'une ex-fémène plus que transphobe a eu l'occasion d'écrire sur Twitter et qu'on va discuter, déconstruire et vous expliquer en quoi ces propos et les propos transphobes de manière générale sont très violents. Donc la transidentité, est-ce que tu veux faire un petit point ? Oui, alors pour vulgariser un peu le propos, une personne trans, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans le sexe auquel elle a été assignée à la naissance. Donc, c'est-à-dire que une personne qui va être assignée homme à la naissance, à qui on va donner le sexe masculin à l'état civil, va avoir un parcours trans, va du coup se définir comme femme, et du coup la transidentité, c'est à partir d'une autodétermination des individus qui après vont avoir un parcours qui va être individuel. Les parcours trans sont individuels à chaque individu. Il y a des personnes qui vont décider de prendre des hormones, des personnes qui vont décider de faire des changements administratifs, d'autres personnes qui vont faire des changements corporels d'ordre chirurgicaux. C'est pas grave. Et voilà, et je sais pas, qu'est-ce que je pourrais rajouter voilà. Et ce qui fait débat en fait au sein du mouvement, enfin des différents mouvements féministes, c'est est-ce que les personnes trans sont incluses ou non dans le féminisme et notamment les réunions non mixtes. En gros, est-ce qu'on a une non-mixité inclusive ou non ? C'est un débat en fait qui vient d'abord, pas d'abord, mais c'est toujours conjoint entre la théorie et le militantisme. Et ça a été un débat sur le plan théorique qui s'est présenté sous l'opposition apparente entre le matérialisme, le féminisme matérialiste et les théories queer. Le matérialisme, on connaît toute Christine Delphi ou par exemple un peu moins connue mais tout aussi importante Nicole Claude Mathieu. Pose comme principe de base la lutte contre la domination masculine, jusque-là on est d'accord, et oppose deux classes, comme Marx pourrait le faire. Il y a la classe des hommes qui s'oppose à la classe des femmes. Et donc on a une approche proprement matérielle, au sens comme le matérialisme philosophique. La philosophie s'intéresse à ce qui existe et se base sur ce qui existe et non pas les idées dans un monde un peu abstrait comme il avait été fait. Et sur une domination qui est avant tout matérielle. Il y a une exploitation d'une classe sur une autre. Alors que le mouvement, les premières théories queer, qui a été notamment lancée par Butler, mais pas que, part du concept que la catégorie femme ne peut être le sujet politique du féminisme en lui seul, puisque la catégorie femme est déjà oppressive en soi. On se base donc d'autant plus sur les identités et le ressenti et moins sur l'oppression matérielle. Le genre n'est pas seulement pensé comme une idée de sexe biologique, mais comme un processus qui est avant tout discursif et qui construit la binarité dont on a parlé la semaine dernière. Et donc, cette binarité sera normative. Il faut agir comme ça si on est une femme, il faut agir comme ça si on est un homme, en gros. Et donc, plus dans les premiers débats du mouvement queer et des théories queer, on parle moins de renverser le patriarcat que de subvertir les normes de genre. Et c'est pour ça que sont été très importants dans ces mouvements toutes les grosses performances queer, le drag, des mouvements de travestissement, etc. Mais à la fin des années 2000, il y a une nouvelle génération de chercheurs, de chercheuses et de militantes qui ont moins opposé les deux, qui ont lu en fait sans les opposer autant Butler que Delphi par exemple, et qui se sont rendus compte que c'était pas du tout une affaire d'opposition. On pourrait penser ils appellent du coup du queer matérialiste. Il y a par exemple Dorlin qui est particulièrement connu, mais il y a aussi Bérénie, on pourrait citer Preciado, il y en a plein. Et les deux se complètent parce qu'il y a la dimension hiérarchique des hommes sur les femmes, mais il y a aussi la dimension normative et binaire, et que le genre s'appuie sur les deux pour imposer sa domination, en gros.
Et donc, ça sera beaucoup plus les dominés en dominés X, enfin tous les types de dominés en gros, versus les hommes cis. Et puis après, si on est dans une perspective intersectionnelle, les hommes cis blancs bourgeois. Toujours notre ennemi. Et donc, Valide. on valide. Et valide, excuse-moi. Et hétérosexuel. Et on peut en rajouter plein. Oui, voilà. Et dans le mouvement militant, ça s'est traduit par nos amis les universalistes contre les intersectionnels. Les universalistes, elles vont avoir, c'est la voie dominante du féminisme, c'est des Catherine Deneuve, c'est les chiennes de garde, c'est ni pute ni soumise, c'est des nanas, principalement des nanas, souvent c'est des mouvements qui sont mixtes, donc il y a aussi plein d'hommes. C'est des mouvements qui prônent la laïcité, qui sont anti-voile, anti-prostitution, anti-pornographie, qui mettent en valeur l'accès aux postes à responsabilité et qui en fait pensent les droits des femmes comme une question d'universalité. En gros, il y a la sororité avec un grand S où toutes les femmes seraient dedans. Et on leur oppose généralement les féministes dites intersectionnelles qui, elles, vont penser toutes les particularités des oppressions. Donc, une femme blanche n'a pas la même oppression qu'une femme noire, qui n'a pas la même oppression qu'une femme noire pauvre, et qui n'a pas la même oppression qu'une femme noire pauvre queer, etc., etc., etc. Et donc, on va mettre en avant toutes les dimensions des différentes oppressions pour réussir à inclure tout le monde. Voilà. En gros, ça, c'est les deux grandes branches du féminisme. Mais en fait, il y en a plein. C'était assez rigolo. L'autre jour, je suis tombée sur un site qui disait un petit peu « Quelle féministe êtes-vous » Donc, j'ai regardé leurs différentes catégories. Et leurs catégories, donc on avait universaliste, intersectionnel, les différentialistes, c'est celles qui pensent, qui mettent en valeur l'égalité, mais plutôt la complémentarité des sexes. Voilà, les femmes, c'est la maternité et les hommes, c'est le travail, mais on va être égaux là-dedans. Moi, j'ai jamais bien saisi le propos différentialiste. Les pro-sexes, qui vont être emblématiques, pareil, moi j'ai un peu du mal avec l'idée de comprendre ce que c'est des féministes pro-sexe, mais les pro-sexe, c'est en fait ce que représenterait la libération sexuelle des années 70, donc mon corps, mon choix d'enfanter ou non, et la libération sexuelle. Et les féministes pop, alors ça, j'avais jamais entendu, qui serait l'empowerment, notamment par la mode et la sororité. C'est Rihanna et les Instagrammeuses, globalement, c'est comme ça que je l'ai compris. Bon, après, j'adore Rihanna, hein, c'est pas moi qui vais critiquer. Et puis les non-féministes. Mais on remarque que dans toutes ces définitions que j'ai prises sur ce site, on ne discute jamais de la place des personnes queer comme si elles n'étaient déjà pas un sujet politique du féminisme, alors que, à mon sens, si on doit combattre le patriarcat, le patriarcat, il est cis-hétéro. Et donc, les personnes queer sont nécessairement, à mon sens, sujet du féminisme. Par rapport, je voudrais faire juste une aparté. Bon, déjà juste, en fait, n'hésitez pas à intervenir sur le chat s'il y a des propos que vous ne comprenez pas ou alors que vous voulez intervenir et que vous voulez justement parler d'autres formes de féminisme que vous connaissez. Voilà, c'est vraiment ouvert. Nous, on voulait juste vous faire un petit apport théorique pour un peu connaître les luttes, l'histoire des luttes du féminisme et des différents courants, etc. Et là, c'est pas exhaustif. En fait, il y a encore 10 000 choses à discuter. Et c'est vrai que c'est... pour revenir sur... J'ai l'impression que c'est la thématique du jour. En termes de culture illégitime, c'est pareil, on fait jamais l'histoire des luttes féministes à l'école. On n'apprend jamais ça parce qu'en fait, c'est pas considéré comme quelque chose d'intéressant et de pertinent pour se construire en tant qu'individu citoyen dans la société, parce que c'est ce que fait l'école actuellement. Bon bref, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à intervenir. Ce que je voulais dire, à propos de ce que tu disais là, des féministes différentialistes, du coup, qui diraient que les femmes font le travail reproductif. Donc, le travail reproductif, c'est tout le travail qui va permettre qu'il y ait un travail productif. Donc, je vais m'expliciter. Donc, ça va être genre tout ce qui va être ménage, cuisine. Les mots-clés que le site avait mis, c'était équité, cycle, maternité. Oui, voilà. Reproductif, reproduire en fait. C'est reproduire la force de travail. Donc, c'est faire des enfants, prendre soin des enfants, les construire en jeunes ouvriers, jeunes ouvrières, jeunes travailleurs, jeunes travailleuses. Prendre soin d'eux, enfin tout ce travail de care en fait, care, soin en anglais,
qui va être utile et qui va être utilisé par le capitalisme en vue ensuite d'exploiter ces individus qui ne peuvent pas en fait être productifs si derrière il n'y a pas des individus qui s'occupent d'eux. Enfin, on voit très bien quelqu'un qui vit encore chez ses parents peut beaucoup plus. Enfin bon, bref, là je pars loin, mais en gros, ça dépend. En plus, ça dépend des parents. Mais bref, pardon, je pars trop loin. Mais tout ça pour dire qu'en gros, le travail reproductif permet un travail productif et que voilà, j'en viens quand même à mon anecdote, c'est que une fois, j'étais à un festival féministe qui mêlait féminisme et lutte anti-nucléaire. Ouais, pardon. Du coup, alors, il y a Nat RND93, bonjour, qui nous dit « Du coup, j'ai à peu près capté la base des théories queer, mais je bug toujours un peu sur la définition même de queer. C'est tout que ce qui sort du spectre binaire homme-femme. » Alors, queer, il y a vraiment plein de définitions. Queer en anglais, le mot queer en lui-même, c'est toujours bien de définir genre, la base du terme. Ouais. Queer en lui-même, c'est bizarre, étrange. En anglais, c'est d'abord une insulte, notamment contre les homosexuels aux États-Unis, et ça a été réapproprié pour tout ce qui sort de la normalité, donc de la binarité homme-femme, effectivement, mais aussi voilà, de la sexualité. On prend toutes les personnes homosexuelles, lesbiennes, pansexuelles, bisexuelles, etc., etc. En gros, c'est tout ce qui sort de l'hétéro-cis. Ouais, et même, je dirais même au-delà de ça, c'est qu'en fait, actuellement, les personnes qui s'identifient comme queer, c'est à la fois des personnes qui s'identifient comme subissant des oppressions du fait de leur identité de genre ou de leur sexualité. Donc ça va comprendre toutes les personnes qui se définissent par exemple comme lesbiennes, gays, bi, trans, sans faire la différence entre gay, PD, bref. Mais c'est aussi des personnes qui vont se définir comme des personnes qui politisent leur identité. Donc c'est-à-dire qui aussi vont pas forcément pas forcément militer en tant qu'activiste comme on peut le penser en manifestation, en créant des associations, mais juste un peu cette volonté de mince, je perds mes mots. De se renforcer en groupe et de se créer comme un groupe politique. Et du coup, c'est un peu différencié des personnes LGBTQI, enfin des personnes LGBT, lesbiennes, gays, bi, trans, où là, ça va être, par exemple, ça peut juste être des personnes qui se déclarent comme lesbiennes, ont une orientation sexuelle lesbienne, ont des rapports lesbiens, mais ne vont pas politiser leur identité et ne vont pas agir dans l'espace social par rapport à ça. Je sais pas si c'est clair. En gros, qui vivent pas leur identité comme une lutte politique. Merci, c'était très bien dit en une phrase. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à queer. Non, ça me paraît être une excellente définition de queer. Bon, du coup, je vais juste finir sur mon anecdote quand même par rapport à ce différentialisme parce que vraiment, ça m'avait fait vraiment rire. Donc voilà, c'était un festival de féminisme anti-nucléaire et à un moment, je sais plus c'était quoi la discussion, c'était sur comment faire un écoféminisme queer, en gros, comment mêler l'écologie, comment faire un écoféminisme politique, donc mêler l'écologie au féminisme. Et en fait, c'est parti un peu loin et à un moment, il y a une meuf qui sort moi, je pense qu'il faut se réapproprier le travail du care, en faire quelque chose de valorisant, parce que voilà, c'est hyper important, c'est hyper dévalorisé par le patriarcat. Et genre, moi, je pense qu'il faut vraiment le revaloriser entre nous et même avec nos copains. Bon, en l'occurrence, cette personne était hétérosexuelle, il me semble. Et moi, j'étais un peu là en mode, en fait, t'oublies totalement le spectre du capitalisme. En fait, c'est cool, tu vois, c'est cool pour toi si t'arrives à valoriser ton travail de care, etc. Et en fait, pourquoi pas qu'on fasse du care? Moi, il n'y a pas de souci, en fait, mais juste être payé. En fait, tout simplement, je veux que ma force de travail soit reconnue, parce qu'en fait, que ça soit valorisé, que les gens me disent, tu sais, que genre, mon mec en rentrant chez moi, bon, j'ai pas de mec, mais que mon mec en rentrant chez moi me dise, oh, franchement, merci beaucoup, Morgane, d'avoir lavé mes chaussettes, enfin voilà, quoi, tu vois, c'est...
Alors, de Koulas Monti nous dit antiféminisme, écoféminisme, afroféminisme. On peut coller plein de suffixes à féminisme. C'est rigolo. En effet, tout à fait. Ouais, rigolo. Je sais pas si c'est le terme que j'aurais dit, mais oui, en fait, c'est vrai. Et justement, c'est ce que tu pointes, et c'est ce que tu pointais par rapport à l'intersectionnel. C'est qu'en fait, il y a plein de conditions. Il n'y a pas la femme. Il y a beaucoup de gens qui disent la journée de la femme pour le 8 mars. D'ailleurs, c'est bientôt. Et en fait, il n'y a pas une femme. Il y a plein de formes d'être femme, plein de formes de vivre l'oppression et de vivre des oppressions qui s'entrecroisent entre elles. Et, moi, pour mon anecdote différentialiste, parce que quand même ça m'a fait penser... Non, avant l'anecdote, moi je suis pas sûre d'être d'accord. Je crois que je suis assez pour la revalorisation du care aussi. Parce que je trouve que dans les discours féministes mainstream... Ouais. Tiens, tu me lances un regard. Non, pardon, je suis désolée. Non, je suis désolée. Dans le féminisme mainstream, voilà, on est toujours dans l'accès au poste à responsabilité, il faut des cadres, il faut des bidules. Et que moi, si je regarde les valeurs qui définissent la féminité et les valeurs qui définissent la masculinité, je trouve la féminité bien plus saine. Et plutôt qu'essayer de faire que les femmes ressemblent plus à des hommes, je pense qu'on devrait essayer de faire que les hommes ressemblent plus à des femmes. Après, l'intégrer dans une réflexion qui est anticapitaliste et de rappeler que c'est du travail non payé, que s'il n'y a pas des femmes pour faire du travail non payé, il n'y a pas de place pour avoir des hommes qui seront payés à être exploités. Je suis entièrement d'accord. En revanche, je trouve que l'idée de revalorisation du care, donc qui travaille sur l'empathie, qui travaille sur le soin des autres, sur l'élevage des enfants pour les personnes qui ont des enfants. Ouais, dans les textes féministes, c'est toujours l'élevage des enfants, j'adore. Et puis comme j'aime pas les enfants, je suis assez pour l'idée d'élevage d'enfants. Là, par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, c'est justement, voilà, enfin, moi je suis pour revaloriser ces trucs de care, mais en effet, il faut vraiment le penser d'un point de vue anticapitaliste, parce qu'en fait, c'est mignon, mais si t'es tout seul chez toi à revaloriser tes tâches, bon, tu vois, en fait, tu restes quand même dépendant. Non, mais tu restes dépendant économiquement de ton mec, enfin, bon, il y a 10 000 formes, pas forcément de ton mec, mais juste du capitalisme, etc. Bref. Que les hommes ressemblent plus à des femmes, tu peux développer. Et dans ce qui caractérise typiquement la masculinité, on va avoir du coup très vite la virilité qui va arriver. La virilité, c'est le muscle. Un mec viril, c'est un mec qui va être un peu rentre-dedans. Ça va être un mec qui va être un peu violent. Voilà, toutes ces valeurs qui définissent la masculinité qui seront un peu belliqueuses. Alors que les valeurs qui définissent la féminité, ça va être du coup voilà, le soin des autres, l'empathie, la douceur, l'attention aux sentiments, etc. Et moi, je pense que si on essayait plutôt que faire que voilà, les femmes soient plus présentes dans l'univers capitaliste, soient plus présentes dans les entreprises qui nécessitent de la compétitivité, encore une valeur masculine, qui nécessitent de l'agressivité... Et tout ça, si au lieu de faire que les femmes ressemblent plus à des hommes, donc si on si on valorisait en fait les valeurs féminines, dites féminines, que sont l'empathie, l'attention aux sentiments, l'attention à l'autre, etc., on s'en sortirait vachement mieux si on ramenait on serait dans un monde plus apaisé et plus heureux si on prenait tous plus attention à ce genre de valeurs. C'est ça que j'entends, moi. Ouais, moi je suis pas... Par contre, après il y a d'autres valeurs féminines... valeurs féminines, quand on dit valeurs féminines, c'est pas essentialiste en mode quand tu es femme, tu es plus empathique qu'un homme. C'est des constructions sociales que tu intériorises. Enfin, de toute façon, tu l'avais expliqué, mais c'est bien de le rappeler. Mais après, il y a d'autres valeurs qui sont rattachées aux femmes, qui sont pas non plus forcément... qu'on pourrait vouloir... pour une meilleure société. Pardon, j'arrive pas à mieux le formuler. Genre par exemple, les femmes sont souvent hystérisées, ou justement par rapport à ce truc des émotions, on dit les femmes sont très émotives, et du coup c'est un outil du patriarcat pour dévaloriser ce qu'on dit, le rendre moins pertinent, le rendre moins politique, en disant, toute cette question de dès qu'il y a des femmes par exemple qui passent dans les plateaux télé, dès qu'elles commencent à parler fort, etc., elles sont pas de l'entrain, juste en fait elles sont en train de devenir hystériques et elles pètent les plombs. Et c'est très souvent un outil utilisé en politique pour discréditer des candidates. Alors, il y a Sourak 135 qui nous dit « Tu n'as pas l'impression que c'est ce qu'il se passe, les pères qui s'occupent des enfants, il y a 50 ans, c'était pas ça ?»
C'est vrai, c'est un peu mieux qu'avant. On est toujours très loin d'être satisfaite personnellement, mais effectivement, on va pas se mentir, il y a quand même des avancées. Et heureusement, dans des pays nordiques, il y a des congés paternité qui s'allongent. L'idée commence à se développer en France. On va pas dire qu'il y a zéro progrès, mais en fait, on en est encore loin. Tu regardes une cour de récré, les petits garçons, ils apprennent pas à être des petits garçons comme les petites filles apprennent à être des petites filles, et les petits garçons, ils apprennent pas à être. Il y a une féministe qui est super chouette qui s'appelle Colline, je crois. Non, c'est pas Collins. Je vais retrouver un moment. C'est elle Collins ? Non. Okay. Mais qui travaille, qui était dans les coups sur la table il y a pas longtemps sur l'amour dans le patriarcat et qui montrait que les petits enfants, les garçons étaient très connectés, comme tous les petits enfants à leurs sentiments, et qu'arrivés vers 8-9 ans, en apprenant à être garçon, ils apprenaient à se déconnecter, et que c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de dépression infantile chez les garçons que chez les filles, et qu'à l'adolescence ça a tendance à s'inverser parce que c'est le moment où toutes les injonctions féminines de beauté, de finesse, etc. Se tombent sur les filles un petit peu plus tard, et que du coup les dépressions adolescentes sont plus importantes chez les filles alors que les dépressions infantiles sont bien plus importantes chez les garçons parce qu'on leur apprend à se déconnecter de leurs sentiments. Ok, très intéressant. Juste pour un point technique, mais là il y a Jane Bisbos qui dit, et Caroline Gilligan, est-ce que ce serait cette personne ? Parfait. Voilà, et juste pour un petit point technique, Les couilles sur la table de Victoire Toyon, c'est ça, Toyon. C'est un podcast hyper intéressant qui déconstruit des normes sexistes et plein d'autres d'ailleurs, c'est assez intersectionnel. C'est sur Binge Audio et on vous le conseille, c'est vraiment une belle référence, assez accessible justement si on n'est pas habitué à parler de ces thématiques-là. Alors on avait plusieurs interventions dans le chat sur le congé pater. Pour l'instant c'est 10 ou 11 jours en France, mais ça commence à être posé de faire des congés paternité à égalité en fait avec les congés maternité, comme c'est fait je crois en Norvège si je ne m'abuse. Mais là pour le coup je suis pas certaine. Ouais. C'est possible. Oui, voilà, du coup, trop cool. Merci pour vos interventions. Je sais plus pourquoi on est parti tout ça. Si, parce qu'on est parti sur le care. Du coup, on va revenir à notre sujet du jour. Si vous n'avez pas d'autres réflexions à nous proposer, mais je crois pas. Donc, on voulait parler aujourd'hui des TERF. Donc, on va redéfinir TERF. Ouais, donc TERF, c'est un adjectif qui est employé dans le milieu féministe pour désigner... en fait, c'est un adjectif d'auto et désignation des trans-exclusionary radicales féministes. Je suis désolée, je parle trop mal anglais. En gros, c'est des féministes qui excluent les personnes trans de leur lutte. Donc on va vous expliquer un peu pourquoi. Du coup, juste pour vous expliquer un peu quel est notre plan. Nous, vu que là, dans Pays Stream, un peu notre but à Lobby Queer, c'est de vulgariser et de donner des outils d'analyse critique pour déconstruire certains discours dominants. On a prévu de reprendre un texte, plus précisément un thread Twitter écrit par une ex-fémène dans le but transphobe, dans le but de l'analyser et de comprendre en fait comment elle utilise les outils du patriarcat pour exclure les personnes trans de nos luttes et notamment les femmes trans. Du coup, c'est juste pour vous prévenir parce que voilà, pour les personnes qui sont concernées, notamment pour les personnes trans ou même pour les personnes qui voient de quoi on parle et qui n'ont pas forcément envie de relire ce texte. Moi, personnellement, ça a un peu été une violence de relire ce texte et de le réanalyser. Vous pouvez nous retrouver dans 20 minutes. Après, dans 20 minutes, on parlera du texte d'Alexandre Baril sur les privilèges, les soi-disant privilèges des mecs trans masculins et comment déconstruire ça. Et c'est plus, on va dire, agréable en termes de sujet. Voilà. Et on a décidé de ne pas nommer notre TERF du jour. On pourra l'appeler donc la TERF du jour ou alors la reine des connasses. Pas très féministe ça, mais non, je rigole. C'était juste pour la phrase, pas très féministe. Non, connard, on a des rois des connards et des reines des connasses, non? Oui, ça marche pas pour ça? Non, mais moi c'est juste... En fait, dire que c'est une reine, juste ça m'angoisse un peu parce que juste en fait c'est juste une poubelle ambulante. En fait, elle tout ce qui sort de sa bouche est un déchet. Je suis désolée, je suis très nulle en punchline, mais juste là, elle me sort... Non, ouais, elle nous a quand même beaucoup fatigués, mais on avait quand même envie de revenir sur sa connerie parce que malheureusement, c'est une connerie très répandue. C'est ça. Qu'on entend un peu à longueur de journée
et qui, lorsqu'en fait on peut se retrouver face à une personne qui affirme ses arguments avec beaucoup de confiance en elle et qui semble en savoir beaucoup, des fois on n'a pas forcément les outils pour lui répondre. Et donc nous, on va prendre un petit peu point par point cette affreuse thread et on va essayer de réfléchir à pourquoi c'est n'importe quoi et comment on peut expliquer que c'est n'importe quoi. Et violent. On a des petites réactions sur le chat. Coolest Monkey qui nous dit que ça tire à balles réelles. Bah oui, nous, on n'a pas notre langue dans la poche. Je refais des blagues là, je sais pas ce qui m'arrive, j'enchaîne. C'est pas drôle du tout en plus. Après, t'as cru, on était qui? Là, il y a la régie qui est là. Régie, merci Régie. Et Connasse, c'est pas ultra féministe, j'avoue. J'avoue que c'est pas ultra féministe, mais comme il y a Connard en face, ça me pose pas trop de problèmes, moi personnellement. Après, si je me plante complètement et qu'on devrait absolument pas dire Connasse parce que c'est super anti-féministe, même s'il y a Connard, je veux bien qu'on m'explique et j'arrêterai immédiatement l'emploi de ce mot. Tout à fait, et moi je suis grave chaud s'il y a des personnes qui sont intéressées pour intervenir sur... Quoi ? Ah ouais. On a un follow. On a un follow, il y a Turtle. Turtle qui a rejoint la lutte. Merci Turtle. Ça fait trop plaisir de te voir. On est 19 là à être sur le live, c'est trop cool. Franchement, merci à vous. Du coup, pour refaire un petit résumé de ce qui se passe ici, on est en train de parler... Pensez à donner des sous à la caisse de grève. Désolée, je t'ai coupé. Non, vas-y. La modo. Ok, d'accord, il n'y a pas de... Je suis grave désolée. Là, mais on est en mode freestyle aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Du coup, juste pour refaire un récap, on est en train de parler de la transphobie dans les milieux féministes. Et ce qu'on a fait, c'est un petit récap des différents courants féministes qui pouvaient exister. Voilà, qui pouvaient exister. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà, caisse de grève et réseaux sociaux. Vous nous suivez sur P8 Stream, le Twitter, l'Instagram, le Facebook, ça va être la folie. Ensuite, et donc on allait partir sur nos TERF. Voilà, c'est ça. Du coup là, en fait, on va analyser un texte transphobe, mais voilà, c'est pour donner des outils d'analyse parce qu'en fait, c'est vraiment une porte d'entrée au féminisme cette personne. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de déconstruire son texte pour mieux comprendre en fait en quoi c'est pas pertinent d'exclure les personnes trans des luttes féministes. Voilà, du coup on va prendre point par point. Du coup, si tu veux commencer. Alors, c'est où le premier ? Alors, donc c'est la retranscription. Donc elle dit que ça lui vaudra probablement plus d'insultes et de menaces que je n'en ai jamais eu avant mais tant pis. J'ai besoin d'expliciter mes positions au sujet du mouvement queer. Ils sont partout, ils nous entourent. Pardon, je suis déjà en train de me déconcentrer là, tu vois. J'ai trop retenu, trop subi. Trois sujets divisent les féminismes. La prostitution, la religion et le transactivisme. Alors bien sûr, quand elle parle de religion, elle parle de l'islam, hein, mais c'est juste pour les bien-pensants. On va parler de religion. Parce qu'elle cite le voile un peu plus bas comme système d'oppression majeur. Voilà. Du coup, nous, déjà rien que... Voilà, première phrase, déjà, il y a tant de choses à dire, mais on va essayer d'y aller petit à petit parce qu'elle se répète sur certains trucs. Du coup, là, en fait, quand j'ai fait ça, en fait, c'est vraiment... on va vous parler d'un concept qui est très souvent repris par les féministes qui sont plutôt proches de nous politiquement. Ce qu'elles utilisent, c'est les female white tears. Donc, en fait, en gros, ça a été analysé politiquement par plusieurs féministes, et notamment Audre Lorde, il me semble. Tu nous fais une traduction en anglais pour les nazes ? Ouais, pardon. Non, pardon, pas pour les nazes, pour les non-bilingues en anglais. Non, en plus, moi, je suis trop nulle en anglais, du coup, vraiment, aucune shame. Female white tears, c'est les larmes des femmes blanches. Shame, honte. Voilà, et du coup, les larmes des femmes blanches, ça a été analysé par plusieurs féministes, notamment afroféministes états-uniennes. Est-ce que tu veux le définir ou Vas-y, je t'en prie. Ouais. En gros, c'est expliquer que, en fait, le patriarcat, le capitalisme et le racisme sont imbriqués entre eux, et ça produit plusieurs choses, et notamment la différence d'accès à la tristesse et à l'empathie des autres. C'est quoi le lien entre blanche et transphobe ? Les noirs ne peuvent pas être transphobes. Si. On y arrive. Okay. On y arrive. Non, t'inquiète. Coolest Monty, t'inquiète, on n'oublie pas.
Non, voilà, on va expliquer. Ça aurait très bien pu être une personne racisée qui ait écrit ce texte. Le concept de Female White Tears vient du black féminisme. Donc effectivement, il y avait un accès à la tristesse parce qu'en gros, la féminité qui est donc connectée à ses sentiments, elle est avant tout blanche. Et du coup, en fait, les femmes noires qui pleuraient, enfin voilà, qui elles aussi avaient le droit d'être en colère. Et donc aussi ont le droit d'être en colère contre les féministes blanches parce que historiquement, il y a par exemple, si on prend le vote des femmes aux États-Unis, il y a eu une grosse alliance entre les féministes blanches et les pro-esclavagistes pour être sûr que parce qu'en fait, ils avaient le choix entre le vote des Noirs et le vote des femmes. Donc les femmes noires n'étaient jamais là. Et il y a eu des alliances. Très limites. Peut-on être hors sujet? Mais vous pensez quoi de Rokala Diallo? Ok, on reprend après. On revient après. On finit notre histoire de White Tears et on arrive sur Rokala Diallo après. Et oui, non mais juste en fait, pour faire court, en fait, du coup, les femmes blanches ont plus tendance à avoir recours à l'argument de la tristesse et à appeler l'empathie que les femmes racisées. C'est quelque chose d'assez fréquent et elles sont beaucoup plus légitimées. C'est-à-dire que quand une femme racisée en fait pleure, et les femmes racisées en se construisant dans notre société le savent, et aussi les lesbiennes, enfin c'est pas tout ce qui correspond pas à la bonne féminité. Oui voilà, en fait ça correspond aussi chez les butch plutôt que chez les femmes. Bon bref, pardon, je pars trop loin, je pars tout le temps en digression, mais en gros voilà, l'idée c'est que en fait tu utilises ta tristesse pour légitimer ton propos et attendre de l'empathie des autres, peu importe si tu dis de la merde en fait, et parce qu'en fait on est construit à mieux genre d'un coup prendre en compte la parole de femmes blanches dès qu'elles commencent à pleurer. Encore une fois, ça dépend. Hein. Quand il s'agit des mecs, ils en ont un peu rien à foutre, mais entre féministes, en général, ça a été analysé politiquement, dans les AG, etc. Quand il y a une femme blanche qui est en train de pleurer parce qu'on a dit quelque chose qui l'a un peu oppressée, et d'un coup tout le monde est là en mode « oulala, on s'arrête, etc. On va prendre soin de cette personne ». Par contre, quand il s'agit de personnes racisées ou de butch ou personnes trans, en fait c'est moins le cas. Et pour ajouter, dans le milieu militant, quand on entend Female White Tears ou on entend aussi énormément les Male Tears, ouais. C'est en gros les dominants, donc les femmes blanches ou les hommes généralement blancs, chouinent parce que en fait en criant notre colère ou en essayant de déconstruire les oppressions, on les attaque. Par exemple, quand on dit je sais pas moi, all men, et qu'il y a un petit boubou là qui va nous dire non, not all men, pas moi, tu m'oppresses en disant que je suis un harceleur, ça c'est du male tears. Les white féministes, elles ont tendance à faire la même chose. S'il y a une femme noire ou une femme trans qui veut dire non mais en fait t'as des privilèges et tu m'oppresses, c'est genre mais tu me coupes la parole, tu m'empêches de parler, moi je suis invisibilisée parce que vous prenez toute la place. Enfin exactement ce que les hommes font avec le féminisme, et les féministes blanches ont tendance à le faire envers les autres minorités. Et oui, par rapport à l'intervention de Jane Bisbos, je suis totalement d'accord avec toi. Elle dit, une meuf racisée aurait fait ce thread, elle aurait été plus facilement identifiée comme transphobe, je pense. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'en fait, on veut prendre cette analyse. C'est qu'en fait, voilà, là, en utilisant directement le vocabulaire de l'empathie, d'un coup, on se dit, bon, ok, elle a l'air blessée, elle a l'air brusquée. On peut pas vraiment la traiter de transphobe parce qu'en fait, juste elle réagit à quelque chose qui l'affecte. Voilà. Alors que si ça avait été une personne racisée, juste on aurait pris tous les éléments transphobes de son truc, on aurait fait en fait cette personne n'est pas légitime à parler. Et encore une fois, voilà, c'est un instrument pour légitimer sa parole, peu importe si elle contient des propos oppressifs. Pardon. Et en fait, ce qui lui permet de faire taire tous ses opposants, parce qu'un petit peu plus loin, on la voit dire « j'ai un problème à m'exprimer sur le transactivisme », parce qu'en gros, elle dit « j'ai pas de problème à m'exprimer sur la religion, quitte à faire débat, ni sur la prostitution, mais le transactivisme, dès que je le fais, on me lynche ». Ces attaques sont de plus en plus violentes et je sais que de nombreuses autres féministes ne s'expriment pas à ce sujet parce qu'elles ont peur, à juste titre, d'être harcelées. Déjà, on a appuyé sur le mot « lyncher » parce que pour nous, c'est excessivement limite d'utiliser un terme qui a permis, qui alimenter un système colonial et raciste et esclavagiste. Le lynchage, ça vient notamment des États-Unis. C'était une mise à mort généralement par coup. On tabassait des Noirs à mort pour des raisons
toujours fallacieuse. Et donc le lynchage vient de là. Donc utiliser le mot lynchage pour parler du fait qu'on lui dise t'es transphobe, pour nous ça nous paraît extrêmement limite et extrêmement fallacieux, qui exagère complètement et s'approprie une violence qui n'est pas la sienne et qui ne sera jamais la sienne. Et tant mieux, on va pas lui dire on va te lyncher pour de vrai, c'est super, mais utilise pas un mot pour dire que tu t'es fait lyncher alors que c'est pas ça un lynchage. C'est ça. Juste, on va reprendre les questions du chat. Alors, on a Coolest Monkey qui nous demande si on apprend ça dans nos cours d'études de genre. Alors, c'est toi qui es en études de genre, du coup, tu veux peut-être réagir à cette question. Alors moi, j'ai pas fait... mes connaissances queer, elles viennent plutôt du militantisme parce que j'ai pas fait de cours sur le queer. Malheureusement, ça manque toujours dans les études de genre. Ça reste extrêmement minoritaire. Il y en a quelques-unes. À Paris 8, il y a l'atelier de littérature de Claire Finch. Trop bien, on vous invite à y aller, je sais plus c'est quand. C'est le mercredi de 15h à 18h, c'est en B, soit B034, soit B237. C'est ouvert à tout le monde, c'est super chouette, c'est trop cool. Donc on peut l'apprendre dans les cours d'études de genre, mais après en fait ça s'apprend en parlant avec des gens, en militant, et en fait quand on prend, c'est ce qui est intéressant en fait quand on travaille sur les différentes oppressions, c'est quand on prend l'oppression par un bout, si on est dans une perspective intersectionnelle et donc qui essaie de prendre en considération un petit peu tout le monde, le déroulé devient très, très rapide en fait. Si tu prends le racisme, en fait très facilement tu peux comprendre et le transposer, et après en discutant avec des militants, militantes ou juste des personnes qui ont plus lu sur certains sujets que toi, tu raccroches tous les bouts. Mais malheureusement les études queer sont encore très minoritaires même en études de genre. Et surtout en France, il y a une grosse résistance de la part du milieu universitaire, notamment pour toutes les études qui sont faites par et pour les premières concernées. Donc que ce soit autant les études queer que les études de genre, que les études antiracistes, décoloniales, etc. Il y a vraiment une résistance et le milieu universitaire est vraiment porté et bien maintenu par des bourgeois, par des personnes blanches, par des mecs cis. Enfin, voilà, ça va très lentement, quoi, contrairement à nos camarades anglo-saxons, notamment. Et c'est ça, en France, on a donc les études de genre s'ouvrent quand même doucement, mais sûrement. Mais on ne va pas faire semblant que c'est un univers scientifique uni. Il y a des TERF, même ici à Paris 8, qu'on ne nommera pas, mais il y en a malheureusement dans les études de genre. Et il y en a... les études de genre ont aussi leurs débats et ont aussi leurs TERF. Ouais. Du coup, on peut revenir peut-être sur l'analyse. N'hésitez pas à poser des questions. Parenthèse Rokala Diallo. Ah oui, tout à fait. Alors oui, du coup, cette question de l'Auvergnat et relou. Big up à l'Auvergnat. Le quoi ? L'Auvergnate relou. Ah, l'Auvergnate relou. Ok, pardon, j'avais mal dit. Alors, est-ce que tu penses quelque chose ? Moi, j'ai pas d'avis sur cette femme. En fait, je comprends pas très bien la question. Enfin, de penser quelque chose de quelqu'un. Moi, ce que je trouve intéressant, déjà dans son mode d'action, c'est que c'est une personne qui va parler et faire de l'analyse politique sur des médias hyper mainstream. Genre, elle travaille sur quoi ? Dans CNews, non ? Un truc comme ça ? Je sais pas. Non, je sais plus. Non, peut-être pas CNews. On a la modo qui nous dit oui. Ah, c'est ça, elle fait des passages à CNews, genre l'angoisse. Enfin, ce média, c'est l'angoisse du racisme, du sexisme. Enfin, tout ce que tu peux réunir en termes d'oppression. On lui donnera toujours qu'elle a les épaules d'affronter toute la haine raciste et antiféministe qu'on peut trouver en France, et on lui accorde complètement. Moi, j'ai passé quelques temps, elle a un podcast qui s'appelle Kif Taras, avec Glenn quelque chose. Grassley, non ? Grassley, pardon, excuse-moi. Ouais. Mais moi, voilà, je connais pas très bien, mais j'avoue que j'ai pas adoré ce podcast. Il est bien en termes de qualité, moi juste j'y trouvais pas mon compte. Pour le coup, on nous demandait si en études de genre, typiquement, c'est dans ce genre de podcast, en tout cas sur la partie féministe, enfin intersection genre-race, qu'on trouve tout ce genre d'informations. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait ici, c'est entre la discussion entre copines militantes et l'apport théorique qu'elles font sur les questions raciales, donc c'est super intéressant. Et moi, j'ai jamais entendu de propos qui m'ont déplu de sa part, mais je dois avouer que j'ai vraiment pas écouté grand-chose de ce qu'elle a dit, donc je saurais pas dire si elle est bien ou pas bien. En tout cas, c'est assez accessible. Kif Taras, moi, je trouve ça assez accessible quand justement t'es pas habitué à parler des questions de race, etc.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, d'accord. Non, mais voilà, sinon, franchement, je pense que vraiment, on peut lui adresser vraiment notre. Enfin, moi, en tout cas, je lui adresse beaucoup de. Comment dire? Sympathie. Non. Comment dire? Enfin, je suis assez impressionnée par cette personne parce que, en fait. Enfin, elle subit des menaces du cyberharcèlement, mais continuelles sur Twitter. Elle a subi vraiment plein de menaces de mort. Elle a été plusieurs fois en procès avec des personnes, des masculinistes notamment, qui vraiment la harcelaient. Et du coup, moi, juste cette personne, en fait, déjà, rien que ça, qu'elle arrive à supporter ça, qu'elle arrive à chaque fois, dans ses interventions, à traiter de manière systémique toutes les oppressions qu'elle analyse. Voilà, moi, après, pareil... Je regarde pas toutes ces interventions, etc. Et je suis pas là non plus pour dire aduler une personne ou quoi, mais en tout cas, c'est une personne qui a le mérite d'exister dans notre paysage militant féministe, quoi. Mais d'ailleurs, oui, elle a signé la tribune qu'on a lue au début de l'émission. Si vous êtes arrivé en cours de route, il y aura un replay, vous inquiétez pas. On a bientôt une chaîne YouTube et vous pourrez tout revoir et tout réécouter. Du coup, est-ce qu'on continue ? Ouais, on continue sur notre terre. Du coup, voilà, juste pour revenir sur, dès que je le fais, on me lynche, ces attaques sont de plus en plus violentes. Alors en fait, moi je voulais faire un point sur, elle adopte une position victimisante et surtout sur le tone policing. C'est un autre terme d'analyse qui existe dans les milieux féministes, pas que les milieux féministes, les milieux politiques. Le tone policing, est-ce que tu veux le définir ? Ouais. Déjà, alors à traduire, c'est un peu compliqué, c'est la police du ton. Enfin, non, l'aplatissement du ton, policing, c'est que ça revient de polir, enfin voilà. Et c'est en gros dire ne crie pas ta colère. Enfin, en gros, si tu cries, si tu es en colère de manière en colère, si tu dis en fait, est-ce que ça serait sympa d'arrêter de nous harceler, s'il vous plaît, que tu dis putain, t'arrêtes de m'harceler. On va dire, écoute, t'es trop agressive, tu discrédites ton mouvement, etc., etc. Et ça, c'est du tone policing. C'est en gros, on ne laisse pas exprimer ta colère ou tes angoisses ou tes violences que tu subis de manière agressive, alors que t'es tout en droit d'être agressive sur tes oppressions. Donc, tone policing, c'est merci d'être en colère gentiment. Sans faire de vagues. C'est ça, et du coup en fait c'est critiqué, enfin nous en tout cas on trouve hyper critiquable, la pratique du tone policing hyper critiquable parce qu'en fait c'est vraiment un outil des dominants, que ce soit autant, peu importe le rapport de domination, que ce soit les personnes blanches vis-à-vis des personnes racisées, les mecs vis-à-vis des meufs, c'est vraiment ramener le processus d'hystérisation en fait t'es trop en colère, etc. En fait genre ça va, c'est pas si grave ce qui se passe, et en fait c'est atténuer l'impact de l'oppression que la personne a subie. Et du coup, moi personnellement, mais en tout cas dans nos courants féministes, on est vraiment dans une optique de, en fait, quand tu es une personne dans un système de domination qui est dans la position de dominant, en fait, faut que tu apprennes à accueillir des remarques qui vont remettre en cause tes privilèges et les oppressions que tu perpétues, peu importe la manière dont c'est formulé, et que c'est à toi de faire le travail d'accueillir. Et parfois ça peut être hyper difficile, enfin je veux dire on est tous humains, etc. Et genre juste avoir un individu énervé devant soi, ça peut être hyper déstabilisant, mais en fait sa colère vient de quelque chose, vient d'un comportement que tu as eu, et du fait que tu l'as blessé, tu l'as humilié, enfin qu'importe. Et du coup, en fait, c'est à toi de faire le travail de réparation, et c'est pas à elle de prendre. Donc, c'est pas à elle qui, déjà, la personne a subi ton oppression, en plus de prendre des pincettes pour toi te caresser dans le sens du poil, pour t'expliquer en fait pourquoi t'es oppressant, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ça me va très bien. Bon, voilà. Donc, on continue. Donc, voilà. Donc, en fait, dans toute l'espèce d'introduction de son thread, elle explique qu'elle va se faire lyncher, mais qu'elle affronte ses peurs et qu'elle part au combat pour ramener le féminisme sur sa vraie voie face aux méchants transactivistes.
Donc déjà, on voit tout ce qui est problématique dans la victimisation et l'hystérisation qui est le tone policing, qui est avant tout un outil du patriarcat pour faire taire les femmes. C'est exactement ce que font toujours les hommes, mais ce que le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, faisait dans les années 70. On dit « Ah non, mais elles sont trop en colère, elles sont anti-femmes, c'est des anti-hommes, c'est des misandres, blablabla ». On a fait ça aux femmes dans les années 70. Le MLF le faisait parallèlement sur les lesbiennes en même temps. Hein, sur les femmes racisées aussi. Ouais, elle faisait elle subissait le tone policing des hommes, du coup elle le mettait sur les lesbiennes et les femmes racisées. Et maintenant, c'est une continuité, hein, c'est pas apparu de nulle part. Mais maintenant, c'est exactement ça qu'elle fait face aux personnes trans et aux transactivistes. Je suis même pas sûre que ça soit un vrai mot dans les milieux queer, le transactivisme. J'ai vu un débat là-dessus sur Internet. Ah, je sais pas. Du coup, ensuite, elle continue. Elle dit « Depuis que j'ai lancé le mouvement des collages contre les féminicides, je suis heureuse et inspirée de voir des milliers de femmes investir l'espace public. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le mouvement que j'ai créé se retourne contre moi. » Voilà, de nombreuses branches comme celle de Lyon ou Montpellier, par exemple, n'hésitent pas à faire des collages sur des sujets clivants dans le féminisme, se positionnant clairement du côté intersectionnel et excluant de fait les féministes universalistes. Alors, en même temps, vous êtes des connasses. Alors, on continue sur les propos pas safe. Bien sûr, quand je dis pas safe... On n'a pas le droit d'être... Je précise, merde, je me fais engueuler par la mono, je suis tonne policée. Voilà, du coup, tu ne dois pas parler pendant 5 minutes. Le goulag est en préparation. Non, je rigole, hein, tu peux parler. Bah non. J'ai été silenciée. Ouin, ouin. On a l'Auvergnate relou qui dit ouin, ouin. Ah ouais, on est désolé, franchement, on n'est pas safe. On est même problématique. Voilà, excusez-moi, je m'excuse solennellement à toutes les féministes universalistes qui auraient pu être choquées par mes propos. Moi, j'ai aucune pitié pour les féministes. Bon, bah alors pourquoi est-ce que vous me tonne policée là du coup, pour revenir sur ce qui a été dit, donc voilà, cette personne se fait créatrice du mouvement des couleuses. Donc moi, juste ça me fait doucement rire. C'est pas vraiment de l'outil d'analyse politique, mais juste je sais pas, juste insulter gratuitement des personnes. Enfin non, je vais peut-être pas insulter, mais juste en fait, elle a l'impression d'avoir inventé l'eau douce, quoi. En fait, je t'explique, il y a d'autres personnes qui ont collé avant toi, il y a d'autres personnes qui colleront après toi. C'est pas toi qui as inventé le fait de faire des lettres sur des feuilles blanches avec de l'acrylique noir, de faire des messages avec. Donc et puis même dans tous les cas, c'est pas parce que tu lances un mouvement que tu en es dépositaire, quoi. Tout simplement, on n'est pas dans un système capitaliste, il n'y a pas de copyright, c'est un système d'autogestion qu'on veut dans le féminisme, en fait. Donc juste, voilà, ça me paraissait important de le souligner. Mais bien sûr, tout à fait, tu peux prendre le chargeur. On a la régie qui n'a plus de batterie. On a un chargeur pour les ordinateurs. C'est ça le communisme, c'est le partage. Le communisme, voilà, on parle de communisme aussi dans notre... Est-ce qu'il y a des... Non, fake, j'ai signalé le live pour insulte. Ah mince, pardon, Coolass Monkey, c'est vrai? Pourquoi? Parce que est-ce que c'est parce que tu serais rancunier parce que la modo a supprimé un de tes messages? J'ai même pas envie de savoir ce que c'était, mais en tout cas, n'hésite pas à réagir en fait si t'es pas d'accord avec nous ou quoi. Enfin, tu peux aussi signaler notre live. De toute façon, tu peux nous on est expliquer habitué pourquoi à la les féministes censure. universalistes ont raison. Moi, je serais super intéressée d'avoir ce débat. Oui, et puis surtout, on est habitué à la censure, donc tu nous apprends pas grand-chose. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Du coup, en fait, voilà, je sais plus où j'en étais. Oui, en fait. Elle parle de sujets clivants dans le féminisme en parlant de le féminisme international vs le féminisme universaliste. Du coup, pour faire un petit point, en fait, moi, ce qui me... Oui. Désolée, je vous rejoins en route. Possible de redéfinir féministe universaliste en 2 spi, s'il vous plaît. Yes. Bah déjà, bonjour, Jorn92. Merci de nous avoir rejoints. Jorn. Trop cool. Oui, on peut te redéfinir. Je te laisse le faire. Les universalistes, c'est celles qui ont... c'est globalement les féministes dominantes. Médiatiquement en tout cas, on a eu ce débat. C'est celles qui sont généralement, qui mettent un très fort accent sur la laïcité, donc qui se posent comme contre le voile, qui sont contre la prostitution, contre la pornographie, qui mettent le droit des femmes comme une question de sororité où tous les droits des femmes pourraient être traités de la même manière, d'où l'idée d'universalisme.
et qui milite notamment beaucoup pour l'accès des femmes aux postes de cadre et voilà. C'est ça, les féministes universalistes, c'est Catherine Deneuve, elle est universaliste. Ouais, et surtout par rapport au féminisme universaliste mainstream, en fait, c'est des personnes qui ne situent pas leur point de vue. Voilà, et qui du coup, en fait, ça va être des personnes qui vont considérer que leur subjectivité et leur manière de vivre le patriarcat est universelle, et que du coup, en fait, la seule manière d'y répondre, c'est la leur. Et que du coup, en fait, elles vont faire plein d'injonctions à toutes les autres femmes, peu importe leurs conditions, à suivre leur modèle d'émancipation. Et du coup, c'est un modèle d'émancipation, si on les situe très souvent, de femmes cis, blanches, bourgeoises, de classe moyenne, hétérosexuelles, ou bourgeoises, pardon. C'était assez long, mais en vrai, c'est très souvent ça, le point de vue situé de ces personnes. Et il y a l'Auvergnate Relou qui nous demande si Deneuve est féministe. Et alors, si on me demande à moi, je dirais non, mais tout à fait. C'est ainsi qu'elle se définit. Elle se considère comme féministe, donc universaliste. Et oui, elle a aussi signé une tribune pour le droit à importuner les femmes, parce que visiblement, ça la fait se sentir bien, et tant mieux pour elle. Mais moi, je l'ai déjà entendue se dire féministe, mais qu'elle trouvait que le féminisme actuel, et notamment intersectionnel, était en dérive totale, et se trompait de combat. Puisqu'il ne faut pas être contre les hommes, mais avec... Enfin, en soi, on n'est pas contre tous les hommes, hein. On aime bien la régie. Ouais, non mais en vrai, en fait, on parle toujours en système d'oppression systémique. Voilà. Et ce truc #NotAllMen, en fait, c'est pas la question. On n'est pas en train de dire, en fait, qui est un bon garçon, qui est un mauvais garçon, qui est une bonne blanche, qui est une mauvaise blanche. En fait, c'est pas la question. C'est juste, on est construit comme des dominants ou comme des dominés en fonction de nos catégories dans lesquelles on a été assignés, et juste faut réfléchir sur ça, et c'est ça l'important, c'est d'être toujours dans une démarche active de réflexion, et qu'on est toujours le dominant de quelqu'un et toujours le dominé de quelqu'un, sauf quand on est un mec cis blanc, bourgeois, valide, etc. Donc, voilà, ça c'est pour rire. Et quand... Et bourgeois, enfin oui j'ai dit bourgeois, bref. Alors, contre les TDS plutôt que contre la prostitution, non. Il y a des féministes intersectionnelles qui sont pour l'abolition de la prostitution, comme de tout salariat, si je me trompe. Tout à fait. Merci Nathan du 91, du 93. Désolée, là, j'ai Tu vas créer conflit encore. Ah non, mais merci d'en parler. Alors ça, c'est merveilleux, et j'aimerais bien répondre si je peux. Alors déjà, il faut abolir le travail, ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut abolir le travail. Et je dirais que le troisième point, il faudrait abolir le travail. Et que du coup, en fait, voilà, la question, en fait, il y a beaucoup. Il y a pas mal de TDS, et notamment Morgane Merteuil, ouais, j'ai le droit de dire son nom. Bon, de toute façon, j'ai balancé son nom. Mais oui, de toute façon, elle a écrit des textes sur le travail du sexe. Bon, en fait, il y a plusieurs travailleuses du sexe qui, justement, en fait, disent que le débat sur le travail du sexe / la prostitution, en fonction de comment tu le nommes, nous, on le nomme le travail du sexe, n'a pas lieu d'être en tant que est-ce qu'on est pour ou contre le travail du sexe, mais plutôt est-ce qu'on est pour ou contre le travail, et qu'en fait, elle considère que le travail du sexe, nous considérons que le travail du sexe est une forme de travail, tout comme le travail à Auchan, tout comme le travail à l'université, le salariat en fait, juste devoir survivre pour sortir de la précarité, et qu'en fait le vrai débat c'est en fait on veut plus de travail, et pas on veut plus de travail du sexe, on veut juste plus du tout de travail. Et du coup je suis totalement d'accord avec ton intervention. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Bah, très bien. Non, c'est bon. Voilà, et du coup, on va revenir un peu sur ce qu'elle dit. J'ai passé quelques passages parce qu'elle se répète pas mal. Donc, elle est dépositaire selon elle, enfin elle est super fière de ce qu'elle est devenue, mais il y a des méchantes intersectionnelles qui détournent son bébé projet. C'est ça, elle dit des féministes universalistes me rapportent avoir été exclus de branches où les activistes se positionnent comme intersectionnels et font des collages sur des sujets clivants, tout en utilisant l'étiquette à mon grand regret, collage féminicide. Du coup, en fait, là, elle est en train de parler de elle, comment elle est exclue de collage féministe, mais elle prend pas du tout en compte à quel point son discours est excluant, stigmatisant, précarisant, et du coup, en fait, ça c'est vraiment retourner encore une fois l'objet en question. J'arrive pas à m'exprimer, si tu peux m'aider, parce que c'est juste, en fait, voilà, elle est en train de se positionner comme étant la personne exclue. Alors qu'en fait, c'est elle qui exclut tout le monde de ces luttes, enfin tout le monde, en fait, plein de diversité
de subjectivité et d'expériences vécues de femmes, et qu'en fait, nous, en l'excluant de nos espaces, en fait, on l'exclut pas, juste, on peut pas, quand on parle de non-mixité, justement, on peut pas inclure ce type de personnes dans des espaces, alors que cette personne va renier le vécu de personnes qui sont dans notre espace, va renier le vécu, l'existence de personnes qui sont dans nos espaces. Parce qu'on y arrive, elle va commencer à parler des personnes trans et ça devient ultra violent. Et c'est pour ça, en fait, ce qu'elle comprend pas, c'est que oui, c'est vrai, tu as été exclue ou tes copines universalistes ont été exclues, mais c'est pas parce que on refuse le débat avec les universalistes, c'est qu'on refuse la violence des propos qu'elles portent. Donc si jamais en tout cas, j'imagine que les militantes de Montpellier ou de Lyon, c'est ça, ne les ont pas exclues de facto par pur principe, c'est qu'il y a eu un conflit et qu'elles ont porté des propos qui ont été étendus comme excluants et donc elles étaient exclues. On n'exclut pas les gens par principe parce qu'on les aime pas. C'est ça, tout à fait. Et du coup, voilà, donc là elle commence à parler de trucs transphobes. Elle dit « Je trouve que les débats sur le transactivisme prennent de plus en plus de place dans le féminisme et cristallisent même toute l'attention. » Donc ça me fait vraiment rire parce qu'en fait, c'est elle qui a toute la visibilité, toute la thune, qui a des milliers de followers sur Twitter, qui est interviewée partout et qui est légitimée par plein de médias mainstream. Mais elle vient nous parler des personnes trans, donc vous me direz quand vous voyez une personne trans parler à la télé ou que sais-je, parce qu'en fait, moi personnellement, j'en vois pas tous les 4 matins, mais que voilà, on cristalliserait toute l'attention, même dans le milieu féministe, parce que c'est vrai qu'on parle de transphobie tous les 4 matins aussi dans les milieux féministes, mais bref. Et du coup, elle dit « J'interprète ça comme une nouvelle tentative masculine pour empêcher les femmes de s'exprimer ». Voilà, alors du coup, pour les personnes qui n'ont pas compris, parce que en fait ce texte est tellement transphobe que moi personnellement la première fois j'ai pas compris. Je croyais qu'elle parlait des mecs trans, du coup les personnes assignées femmes qui se définissent comme étant des hommes. En fait là elle parle des femmes trans, du coup les personnes assignées hommes qui se définissent comme étant des femmes, du coup qui seraient des hommes infiltrés. Pour venir pourrir le milieu féministe. Voilà, ça part quand même très loin. Et après, elle dit de tout temps, les hommes ont tenté de silencier les femmes en faisant taire leur révolte, ce qui est vrai. Et en l'occurrence, c'est de cette manière qu'a été créée la non-mixité pour justement s'organiser entre nous pour lutter contre le système patriarcal. Et elle dit ensuite, aujourd'hui, ils le font de l'intérieur en infiltrant nos luttes et en occupant le devant de la scène. Bah non. Voilà. Bah non, alors en fait d'abord, comme tu le disais, les personnes trans de manière générale sont très loin d'être au devant de la scène, hein. On adorerait, mais c'est très récent en fait qu'on en parle, qu'elles existent un peu médiatiquement, puisqu'il y a un film qui est sorti du milieu queer qui a été dans les affiches dans le métro. D'ailleurs, la personne trans était jouée par un homme cis. Donc on est quand même très loin de l'imposition des trans à tout bout de champ. Donc ils sont quand même très loin. Et puis en plus, en fait, dire que c'est des hommes qui infiltrent les mouvements pour silencier les femmes, c'est leur nier leur capacité à se définir comme femmes. C'est les réassigner à leur assignation masculine. Donc c'est leur empêcher de s'autodéfinir, c'est nier leur existence. Ce qui est transphobe et ce qui est condamné par la loi, hein, par ailleurs. C'est pas, voilà, parce c'est qu'un pas peu plus une tard, opinion, elle dira hein. qu'elle est dans la loi, pas du tout. C'est juste de la discrimination, c'est de la LGBT-phobie. Et c'est hautement problématique parce qu'en fait, dire que c'est des hommes qui s'infiltrent, c'est dire genre un matin, parce qu'en plus elle dit un moment soudainement qu'ils décident de s'habiller en femme. C'est pas soudainement ils décident de s'habiller en femme, c'est dans tout un processus de vie, ils ne se sentent pas hommes et ils se sont sentis femmes et ils se sentent femmes ou non-binaires ou peu importe ce qu'ils choisissent de se définir, mais ils ne sont pas des hommes, ils sont des personnes trans. Et juste pour rappeler, en fait, l'espérance de survie des femmes trans, elle est de 36 ans. Du coup, en fait, juste les femmes trans n'ont pas le temps d'essayer d'entrer dans quelconque lutte féministe pour essayer de détruire l'organisation des féministes. En fait, elles sont dans des situations très souvent très précaires, très stigmatisantes, très dangereuses pour elles, en raison de leurs conditions. Ça vient pas d'elles, mais de toute la stigmatisation qui est portée par la société à leur encontre, et que du coup moi ça me rend fou en fait de me dire que cette personne peut penser
que les femmes trans ont le temps de pouvoir penser même à elles en fait et à vouloir l'oppresser, etc. Parce qu'en fait, Et puis du coup, c'est aussi dire, oui, elles ont besoin des mouvements féministes, elles ont besoin d'en faire partie, parce qu'elles ont cette espérance de vie très courte. Et comme tu as bien fait de le rappeler, et je me permets d'appuyer une fois de plus dessus, c'est parce que si elles ont une espérance de vie aussi basse, entre autres à cause des suicides, c'est parce qu'elles sont oppressées, discriminées, battues, rejetées, incapacité de trouver des travail, incapacité de trouver un logement, etc. etc. Assassinées. Et non, assassinées, très bêtement, enfin très bêtement non, mais voilà. Parce qu'un jour j'ai eu cet argument de oui, mais avec une espérance, elles ont des espérances de vie très basses, les personnes trans, c'est peut-être aussi que c'est un problème mental. Oui, voilà. Attention, not safe, un problème mental, ce qui m'avait rendu hors de moi, qu'ils puissent pas se dire que c'est des propos comme ça qui poussent les gens au suicide et c'est des comportements comme ça qui posent problème. Alors, Cool as Monkey, tu crées pas. Bon, ok. Merci Cool as Monkey pour cette super intervention. Bah là, on a typiquement... Non mais attends, est-ce que tu peux ne pas le modérer? Parce que là, typiquement, on peut analyser politiquement ton commentaire, Alors, parce que on ça lit va à te voix servir. haute quand même. Ouais. Du crépage de chignon entre féministes, c'est pas ça qu'on appelle c'est ça qu'on appelle l'intersectionnalité, point d'interrogation. Non. La Alors, réponse est non. oui, justement, bon voilà, en fait, t'es purement dans le troll, du coup, en fait, je sais même pas si je vais perdre mon temps avec toi, et je crois que je vais pas perdre mon temps avec toi. Du coup, je pense qu'on peut continuer, parce que... Si t'as pas envie, Ouais. Du coup, ensuite, ce qu'elle dit, c'est... oui, du coup, ça peut être totalement supprimé. Merci la régie qui est hyper réactive, c'est trop cool. Du coup, elle continue en disant « La deuxième chose, c'est que je trouve détestable qu'un outil aussi important que l'écriture inclusive et qui est censé servir les intérêts des femmes soit désormais utilisé pour les invisibiliser dans les débats féministes sur Instagram, et j'ai conscience du fait qu'il s'agit peut-être de débats de niche. On n'utilise plus les mots femmes et hommes pour parler de sujets spécifiques, comme les règles par exemple, on parle désormais de personnes à vulve. Eh bien je considère que ça m'invisibilise. Alors déjà, on parle de personnes à vulve, même en étant dans des milieux très féministes, radicales et queer, c'est quand même un terme qui est peu utilisé, qui mériterait d'être beaucoup plus utilisé, mais qui l'est encore quand même très peu. On utilise les personnes qui disent personnes à vulve, c'est notamment pour ne pas exclure les hommes trans, qui du coup se définissent en tant qu'hommes, mais continuent à avoir des règles, et pour le coup, elles sont réellement invisibilisées, puisque jamais on ne pense même que ça puisse exister un homme qui a ses règles, alors qu'en fait si, ça existe complètement. Et donc elles se sentent invisibilisées par le fait qu'on dise personne à vulve. Bah, je suis désolée pour toi. Mais en fait, c'est... Si, on va faire mieux. En fait, voilà, c'est que... En fait, réduire les femmes à leur vagin, à leurs règles ou à leur vulve, en fait, ça passe totalement sous silence la lecture matérielle de nos existences, et qu'en fait, on n'est pas discriminé parce qu'on a des vulves ou parce qu'on a des... Enfin, qu'en l'occurrence, le patriarcat utilise des arguments biologiques et essentialistes. Donc, essentialiste, ça veut dire qu'il se base sur... qui définit une essence de la femme ou une essence de l'homme ou une essence de ce que vous mettez derrière. Voilà, c'est ça. Et qu'en fait, avoir une lecture matérielle de nos existences, c'est en fait penser comment dans le système social, on est discriminé. Et c'est pas que... Enfin, voilà, il y a toute cette question qu'on avait dit au début de travail productif, reproductif. C'est pas parce qu'on a des vulves, en fait, qu'on ne subit pas ces injonctions à la féminité, et que le patriarcat, en fait, se fout bien de ce qu'on a entre les jambes quand il s'agit de nous précariser, de nous isoler, de nous violer, et j'en passe. Et que, en fait, ce n'est pas seulement les femmes cis qui subissent ces oppressions. Enfin, ces oppressions, ces viols, ces violences sexuelles, et j'en passe, quoi. Donc juste en fait, se dire qu'elles se sont invisibilisées, c'est encore une fois se victimiser en grossissant et en prétendant que les personnes trans mobilisent tout le débat, alors que je sais pas dans quel média mainstream par exemple elle aurait jamais entendu personne à vulve, c'est pas vrai. Et dans les milieux féministes, c'est rare, c'est pas vrai, et on pourrait le faire plus d'ailleurs, ça l'inviserait pas plus. Moi je me sens pas invisibilisée. J'ai un passing ultra féminin, je me sens pas invisibilisée parce qu'on me dit que je suis une personne à vulve. Bah c'est vrai en fait, je
suis une personne à vulve, dans les faits. Pratico-pratique, c'est un fait. Après, ça invisibilise pas du tout le fait qu'il y ait des violences qui passent par le fait de se présenter comme femme, mais dire personne à vulve permet de pas invisibiliser les personnes qui ne présentent pas femme, mais qui ont pourtant une vulve. Oui, voilà. Et en fait, ça nie aussi le vécu et la réalité des personnes intersexes. En fait, même la biologie n'est pas aussi binaire que ce qu'elle entend. Voilà, il y a des personnes... sur ce sujet, j'ai pas commencé à m'exprimer parce que je suis pas assez calée et que, en fait, d'ailleurs, ce serait super intéressant, nécessaire, parce que j'en ai marre du terme intéressant, ça n'a aucun sens, mais nécessaire qu'on fasse potentiellement une capsule sur les mutilations, sur les discriminations faites aux personnes intersexes, les mutilations, et toutes les injonctions à se remettre dans des formes de binarité biologique. Mais voilà, en fait, c'est pas aussi binaire que ça, et qu'en fait, tu peux être une personne à vulve et être une femme, tu peux être une personne à vulve et être un homme, tu peux être une femme et ne pas être une personne à vulve, et qu'en fait, ça n'implique pas que tu ne vas pas être discriminée en tant qu'appartenant à la catégorie des femmes, notamment quand tu es une femme transgenre. Voilà, donc justement elle dit non, je ne suis pas une personne à vulve, je suis une femme, je suis née femme, et avant même ma naissance dans le ventre de ma mère, j'ai subi les discriminations de ce fait, j'ai subi des choses qu'un homme qui voudrait devenir une femme ne pourra jamais appréhender. Encore une fois, la transidentité, c'est pas un choix, hein. C'est pas quelqu'un qui se réveille à 25 ans et qui dit « Oh tiens, et si j'allais essayer être une femme ?» C'est un processus, ça veut dire que peut-être, probablement même, que la personne trans ne rentrait pas du tout dans les catégories de masculinité et aura subi des oppressions que toi, tu ne pourras jamais appréhender. Et encore une fois, en fait, l'idée, c'est pas de faire une guerre de qui est plus oppressé. On ne niera pas qu'en tant que femme, on en chie, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il y a le féminisme, et c'est pour ça qu'il n'y a pas un super mouvement de libération des hommes qui s'appelle le masculinisme. On est d'accord, enfin, il existe, mais bon... Donc on est d'accord, il y a des oppressions spécifiques aux femmes, personne ne le nie, aucune personne trans va venir te dire non, toi, ton oppression femme... Quand on dit femme, on parle de femme cis. Pardon, de femme cis, elle est bullshit, personne ne dira ça. En revanche, ne nions pas les violences qu'ont pu subir les personnes trans en tant que telles dès leur plus jeune âge en fait. Et certaines n'en auront pas subi et c'est super pour elles. Et la plupart en subiront. Et on doit se battre comme ça et on doit être solidaire, qu'on soit trans ou non, de ces oppressions, de la même manière qu'elles seront solidaires de nos oppressions. C'est ça, et qu'en fait les femmes trans aussi de leur enfance subissent toutes les injonctions qui leur sont faites à se porter vers une masculinité qui pour elles ne correspond pas à ce à quoi elles s'identifient, et c'est une violence et c'est analysable matériellement, et en fait voilà, encore une fois on n'est pas dans une guerre des oppressions, mais juste chaque vécu de femme est différent, et en fait le vécu d'une femme cis qui subit l'oppression patriarcale pendant son enfance, par exemple du fait d'être perçue comme femme, n'est pas plus légitime que le vécu d'une femme trans, le vécu d'une femme trans qui est perçue comme homme quand elle est jeune, mais subit toutes les injonctions à justement être cet homme qu'elle n'est pas. On va accélérer un petit peu parce que faut qu'on fasse attention à notre temps, faudrait qu'au moins on termine le thread. Ouais, après c'est pas grave. On parle de ça. Donc troisièmement, je suis pour qu'on déconstruise les stéréotypes. Alors attention, je suis pour qu'on déconstruise les stéréotypes de genre et je considère que le transactivisme ne fait que les renforcer. J'observe que les hommes qui veulent être des femmes, encore une fois c'est pas une question de volonté, qui veulent être des femmes se mettent soudainement, à se maquiller, à porter des talons et des robes. Et je considère que c'est une insulte faite aux femmes que de considérer que ce sont des outils inventés, par le patriarcat qui font de nous des femmes. Nous sommes des femmes parce que nous avons des vulves. C'est un fait biologique. Donc on revient à cette histoire de vulve déjà. Encore une fois, la biologie est bien plus compliquée que ça. On vous renvoie au livre que j'avais cité la semaine dernière, qui est de Hockey, qui s'appelle Les sexes innombrables, où c'est un homme qui, du point de vue biologique, nous explique comment la binarité est extrêmement compliquée à affirmer,
et qu'il est extrêmement compliqué d'affirmer qu'il n'y aurait que deux sexes et que les femmes seraient comme ça et que les hommes seraient comme ça. D'un point de vue de la biologie, c'est hautement enrichissant. C'est ça. Ce qu'on peut dire là d'important, on va peut-être pas tout dire de toutes les analyses qu'on a faites, mais c'est qu'en fait justement, elle est hyper contradictoire et c'est ce qui est repris dans la tribune qu'on a lue en début d'émission et on vous invite vraiment à la lire. Tribune Libération à mes sœurs, à mes frères, à mes adelphes, écrit par Ellie Oren. En fait, les meufs trans soit elles ont une injonction à avoir un passing féminin, parce que sinon en fait si elles n'ont pas le passing de meuf, elles ont un passing de mec, puisque c'est très binaire, hein, et que du coup si elles ont un passing de mec, elles bénéficient de privilèges masculins. Ou alors c'est que c'est pas des vrais trans. Voilà, et que ensuite par contre, dès que du coup elles vont chercher le passing, on va leur dire qu'elles reproduisent les stéréotypes de genre et que ça nuit au féminisme, etc. Du coup en fait, moi je demande concrètement, quand t'es une meuf trans, t'as le droit à quoi? En fait, comment tu vas être considérée comme légitime par ces personnes? Il y a aucune possibilité, en fait, t'as aucune alternative. Du coup, juste en fait, et encore une fois, on parle d'injonction, donc c'est-à-dire que pour te définir comme féministe, tu ne peux pas reproduire des formes de paternalisme en appelant à des injonctions, à faire comme ci, comme ça, à te définir comme ci, comme ça, à t'habiller comme ci, comme ça. Voilà. Et donc en fait, on revient quand même sur ce qu'on avait beaucoup discuté la semaine dernière sur la non-binarité et qui est important de rappeler, l'usage des artifices dits féminins que peuvent être les talons, le maquillage, les jupes, etc. D'abord, ils sont historiquement situés, hein, le maquillage, les talons et les jupes, ça a été porté par des hommes jusqu'à extrêmement tard, c'est jusqu'au XVIIIe siècle il me semble, au moins. Donc c'est historiquement situé, ça n'a pas été inventé pour le patriarcat pour oppresser les femmes, ça a été approprié par le patriarcat pour oppresser les femmes, ce qui n'est pas la même chose et qui veut dire que ça peut être désapproprié et réapproprié par des personnes qui veulent déjouer les jeux du patriarcat. Un homme qui porte une jupe, il contredit les normes de masculinité et donc il subvertit ces normes et donc il lutte à sa manière, contre le patriarcat aussi. De la même manière, les drag queens, elles reprennent pas juste le maquillage en disant c'est chouette, c'est comme ça qu'on devrait être. Mais non, elles se moquent. La semaine dernière, on avait une personne qui faisait du drag qui était là pour nous l'expliquer, c'était super chouette. Elle surjoue les codes de la féminité pour montrer et pointer leur absurdité et pour montrer que tout le monde peut en jouer et que c'est un spectacle qui peut être joué au quotidien, surjoué sur scène. Ouais, juste pour un petit point technique, du coup, merci à tous d'être là en live avec nous. N'hésitez pas, il y a plein de commandes, notamment pour soutenir les grévistes. Vous pouvez faire point d'exclamation grève, ça va vous mettre un lien qui va vous permettre de soutenir les grévistes. Quoi ? Plus fort. N'hésitez pas à nous follow sur Twitch, sur le compte Twitch pour avoir des informations sur nos prochains lives, sur les réseaux sociaux, P8 Stream Twitter, P8 Stream Instagram et P8 Stream Facebook. On est toujours les mêmes, on est toujours là, on est toujours trop déter à être avec vous. Petit point technique, est-ce qu'on a combien de temps en fonction de toi qu'est-ce que... Alors en fait, mon invité est coincé dans la fraise, donc du coup elle a fait demi-tour, du coup elle vient pas. La régie se propose de prendre le relais, mais n'est pas très motivée. Et du coup, voilà, donc c'est comme vous voulez. Ok, parce que nous je pense qu'on aimerait bien encore 10 minutes. Okay. 10 minutes ? Ce serait possible ? Quoi ? Polanski ? Ah oui, après on va vous parler. Oui, ça, je peux en parler 20 minutes. Robin parlera de Polanski tout à l'heure. Ça va être super chouette. Oui, quand vous aurez fini, au pire, c'est pas grave. Voilà. Désolée, c'était le petit point logistique avec la régie. C'est juste qu'on est un peu décalé dans les programmes. Du coup, on continue. Hein, on lâche pas avec cette fameuse... comment tu l'as appelée ? Reine des connasses ? Non, j'ai plus le droit. J'étais censurée. Bon, alors attention, là on a atteint le pic de la connerie. Portez des robes, des talons et des perruques, maquillez-vous si vous voulez, je n'irai pas crier à l'appropriation culturelle, mais ne venez pas dire que vous êtes des femmes de la même façon que je n'aurai jamais l'indécence de brunir ma peau en déclarant que je suis noire. Alors, premier point, totale instrumentalisation des luttes antiracistes pour déferler sa transmisogynie. À mon sens, il est proprement indécent de comparer
ce qu'on appelle le blackface, c'est-à-dire se grimer, se peindre la peau en noir pour se moquer, en fait, parce que ça devient déguisement, donc c'est pour se moquer des personnes noires. C'est proprement indécent, puisque là, on se moque, enfin, le blackface vient de la colonisation, donc vient d'un temps d'oppression, et on parle d'une caractéristique, je trouve pas le mot, enfin d'une couleur de peau que les gens ne peuvent pas changer, tu vois, on peut pas s'enlever et dire oh, demain je vais être blanc. Et donc on prend ça et on en fait un objet de rire et de moquerie. Je vais mettre des talons et que je peux enlever tous les soirs si j'en ai envie, et une perruque que je peux enlever tous les soirs si j'en ai envie, qui définissent une identité qui a été autodéterminée, et le mettre sur le même plan. C'est proprement indécent, à mon sens. Et ben, c'est un argument totalement fallacieux. C'est comme quand on utilisait le mot lynchage, en fait. On ne parle juste pas du tout de la même chose entre une personne qui, pour se sentir bien, met des cheveux longs. Et puis pareil, c'est pas de l'appropriation culturelle. Je veux dire, des hommes qui ont porté les cheveux longs, il y en a eu de tout temps. C'est assez récent que les hommes doivent nécessairement porter les cheveux courts. Donc... Juste gros big up à Tamous qui vient de rejoindre la lutte. Merci à toi. On va te faire un petit résumé dans 2 secondes de ce qui se passe. Vas-y. Et donc, enfin voilà, du coup, c'est juste en fait proprement indécent. Il y a une différence entre l'appropriation culturelle ou le blackface, où on prend des traits culturels dominés pour les moquer, on porte des perruques et on définit notre identité librement. Bah oui, tout à fait. Du coup, juste pour un petit point, là on est en train de parler de la transphobie dans les milieux féministes. Merci Tamous. Ouais, merci Tamous. Et du coup, on est en train d'analyser un texte d'une féministe qui se déclare comme étant TERF. TERF, ça veut dire Trans Exclusionary Radical Féministe. En gros, c'est les féministes qui excluent les personnes trans des luttes féministes. Et on est en train de donner des clés d'analyse pour ce texte, pour comprendre en quoi il n'est pas cohérent politiquement, en fait, et en quoi exclure les femmes trans des luttes féministes n'est pas cohérent politiquement et doit être combattu fermement. Voilà, salut à la régie et merci encore pour tout le taf, hein. On a encore des personnes à la régie, vous inquiétez pas, on n'est pas tout seul. Bon, on n'est pas tout seul. Voilà. Donc ensuite elle continue. Attends, est-ce qu'on a oublié des mots ? Non, mais là, oui, non, c'est bon, plutôt, voilà, on n'est pas sur sur le même point, blackface, appropriation culturelle et oui, transidentité. Ouais, c'est ça. Donc, juste en fait concrètement, genre le blackface, donc c'est-à-dire tourner en ridicule des personnes noires et l'expression d'une identité de genre, c'est juste incomparable et totalement indécent. Et voilà, si vous voulez plus... d'ailleurs, pour tout le live, si vous voulez plus de ressources... de renseignements sur certaines thématiques, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, parce que là c'est vrai qu'on essaye d'aller vite, de faire un truc un peu interactif, pas universitaire, mais en fait on a vraiment plein de ressources derrière, et juste n'hésitez pas si vous voulez approfondir des sujets, quoi. Voilà, est-ce qu'on continue ? Ouais, alors moi je voudrais juste que ça soit, on va quand même faire rapidement, mais en fait ce qui dénote totalement de ce thread de manière générale, c'est une inculture de ce qu'est la transidentité. En fait, elle n'en sait rien, elle n'a probablement jamais rencontré de personne trans, ou alors une fois, en 10 minutes autour d'un verre. Donc elle n'a aucune idée de ce qu'est la transidentité, et en fait elle ne pense jamais son féminisme. Elle ne se pense pas dans son féminisme, elle ne pense pas le féminisme. Penser qu'on pourrait qualifier d'appropriation culturelle le fait d'avoir les cheveux longs, c'est oublier juste l'histoire de la mode, enfin l'histoire de l'esthétique en France. Je veux dire, il suffit, en livre d'histoire en 5e, elle devait avoir une photo du roi, le roi il avait les cheveux longs, il avait des talons et il portait une jupe. Ouais. Donc en fait, elle ne pense pas sa position de se dire je suis blanche. Et c'est pas une insulte d'être blanche. Moi c'est vrai, je suis blanche, je le vis assez bien. Je viens d'un voilà, je viens d'un milieu relativement aisé, ça va, je le vis bien aussi. Enfin, c'est plutôt un privilège, c'est chouette, c'est pas agréable de l'entendre la première fois. Mais en fait, on se déconstruit, et puis c'est même au contraire, on savoure presque un peu mieux quand on sait que c'est un privilège, mais c'est aussi vrai en réalité. Se faire entendre qu'on est privilégié, au début c'est un peu rude, et puis après, j'ai de la chance, je suis privilégiée, des os pas des os, quoi. Et je fais des efforts pour pas oppresser les gens avec mes privilèges. Mais c'est ça, en fait, faut réfléchir, encore une fois, être dans juste une démarche active. Avoir de l'empathie, c'est important pour le féminisme, l'empathie. Ouais, et savoir d'où tu parles.
Du coup, on va continuer. Donc, ensuite, elle dit quatrièmement, arrêtez de me dire que je vous oppresse, ouin ouin. C'est vous qui m'oppressez en renforçant justement ces stéréotypes de genre. Du coup, on a bien expliqué qu'en fait, ce n'est pas renforcer des stéréotypes de genre et qu'en Mais fait, les détourner. voilà, les détourner de notamment quand tu fais du drag ou même en fait juste, genre. Voilà, encore une fois, c'est toujours penser que. Pardon, en fait, je vois rien avec ces lunettes. En fait, on renforce pas des stéréotypes de genre et il y a plein de femmes cis qui sont femmes, qui utilisent les stéréotypes de genre pour les détourner, etc. T'as pas besoin d'être une meuf trans pour le faire, en fait. Donc juste, en fait, c'est encore une fois un discours stigmatisant et haineux envers une catégorie de population. Et puis, je suis prête à parier, par exemple, je serais très curieuse de savoir ce que, par exemple, elle dit Beyoncé, qui se dit féministe, qui pour le coup prend tous les stéréotypes de genre féminin et les pousse à l'extrême dans le sexy, par exemple, et qui l'utilise comme une force, que c'est une stratégie qui peut être débattue, j'entends, mais je serais très curieuse de savoir si elle trouve aussi qu'elle ne fait que renforcer les stéréotypes de genre Beyoncé. Ouais. Bon, ensuite, elle dit mes propos sont dans le cadre de la loi, puisque moi, contrairement à vous, je suis capable de faire la différence entre transidentité et transactivisme, c'est-à-dire entre les personnes et les idées. Salut Polanski. Voilà, alors du coup, justement, on va faire ensuite parallèle un peu douteux entre cette personne et Polanski. Bon, ça n'a rien à voir, mais juste, en fait, faire ce truc entre, voilà, je fais la différence entre les personnes et les idées, mais juste, en fait... en fait, pour une personne qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles, juste tu reprends les mêmes discours dominants qui permettent que Roman Polanski utilise pour fuir la justice et légitimer sa place dans le cinéma. Du coup, en fait, là, voilà, encore une fois, on parle d'incohérence politique. Elle lutte contre quelque chose qu'elle reproduit au sein du féminisme. Du coup, voilà. Et c'est pas dans le cadre de la loi parce que c'est un appel à la haine, tout ce qu'elle a dit là, ça la révulse, elle nie l'identité, elle les exclut des mouvements féministes, elle dit qu'elles sont violentes. Quand on dénonce une violence qui en plus est quand même vraiment très minime par rapport à la violence que les personnes trans subissent, voire, on va pas mettre en doute que c'est existant, mais voilà, c'est en fait aussi un appel à la vengeance, et pour moi c'est un appel à la haine, et de dire... vous n'êtes pas ce que vous prétendez être, vous vous infiltrez, vous vous déguisez, juste nier toute une identité. C'est vrai, c'est pas un appel à la haine, c'est juste de la haine. Ouais. Et c'est contagieux, la haine. On a un live tweet une info en direct de Taha Bouaf. Des militantes féministes foncent sur des CRS qui sécurisent la salle où se déroule la cérémonie des Césars. Elles réclament la libération de 2 de leurs camarades interpellés un peu plus tôt. Bravo les filles! Trop bien, franchement bravo. Justement, à 20h30, on va avoir en direct une personne normalement qui a fait partie de cette action au téléphone. Bon, alors ça dépend si elle fait partie des 2 personnes interpellées. On ne l'espère pas. D'ailleurs, libérer nos camarades, libérer nos adelphes, libérer nos sœurs qui justement prennent le temps de l'énergie et les risques d'aller à cette cérémonie pour lutter contre... Enfin bref, on en parlera plus tard de Polanski, mais juste voilà, libérer nos adelphes. Il y a Coolest Monkey qui est revenu, bienvenue, j'espère que c'était sympa le goulag. C'est lui qui a écrit. Et qui nous demande ce qu'on pense du marxisme culturel. Mais alors malheureusement, comme tu n'as pas entendu notre point discussion avec la régie tout à l'heure, puisque tu étais au goulag à raison, on va pas le traiter du tout. On va choisir de tirer la carte, on te répondra un autre jour, parce qu'on va dépasser le temps. Donc ça sera une question pour un autre jour. Désolée, Coolest Monkey. C'est ça. Bon, du coup, on va essayer juste d'avancer. Ça, je pense qu'on en a déjà parlé. Ah sinon, moi, je veux bien qu'on lise cette toute petite partie. D'accord. Alors, elle nous dit que, cinquièmement, les sacro-saints de notions de liberté, de choix, de tolérance ne veulent rien dire si elles ne sont pas explicitées. D'abord, moi, je veux bien parler du sacro-saint de laïcité qui ne veut rien dire quand il est utilisé à tort et à travers pour juste être raciste. J'ai la liberté de me voiler, entre guillemets, je choisis de me prostituer, entre guillemets, je suis trans, soit tolérante, entre guillemets, cela ne veut rien dire. Oui, tu peux dire que tu es libre de te voiler, de te prostituer ou d'être trans, mais la question du libre choix est illusoire. Hello paternalisme. Je considère que ces choix sont le fruit d'un conditionnement par le système patriarcal. S'il y en était autrement, pourquoi les hommes ne se voileraient pas et ne se prostitueraient pas autant que les femmes? Il en va de même pour le transactivisme.
Alors, point purement cohérence, tu peux pas mettre sur le même plan la prostitution, qui est un métier, le voile, qui est l'expression d'une foi, et une identité de genre. C'est juste pas possible. Je te compare pas à une chaussette sale et à mon pavé sur ma table. On compare des choses qui sont comparables. Sinon, ça marche pas. La transidentité, pour la 1000e fois, n'est pas un choix. C'est une identité, tu vois, genre c'est quand même improbable. Si tu me dis la liberté du choix de s'épiler, je te dis oui, c'est vrai, s'il y a un choix qui n'est pas vraiment libre, on est conditionné à apprendre à s'épiler. Si personne n'est conditionné à se prostituer, parce qu'on écrit la prostitution comme si c'était le sacro-saint des mâles et la déchéance totale de toute féminité qui est ayant de la valeur. Donc personne n'est poussé par le système patriarcal à être prostitué. Par le système capitaliste, oui. Et effectivement, il y a des contraintes dans la prostitution. Il y a des contraintes matérielles. Les femmes plus précaires ont tendance à plus se prostituer parce que elles ont besoin de pognon. Donc effectivement, les choix ne sont pas libres de contraintes matérielles et les choix ne sont pas libres de contraintes normatives. Mais la transidentité n'est pas une espèce de bébé du système patriarcal, puisque justement, il va à l'encontre de tout ce que le système patriarcal nous apprend, qui serait que les hommes sont supérieurs aux femmes, et les hommes c'est les hommes, et les femmes c'est les femmes. Puisque là, on a des hommes qui se définissent comme femmes ou hors de la binarité, et des femmes qui se définissent comme hors de la binarité. Je vois pas à quel moment ça rentre dans ça a été créé par le système patriarcal. Donc, du coup, juste non. Et puis voilà, c'est vraiment un métier, une expression de foi et une identité. C'est pas du tout la même question en termes de choix ou de liberté. Et je suis trans, sois tolérante. Je trouve que c'est une phrase assez valide. Je veux dire, toi, tu nous ennuies et pourtant, on vient pas t'assassiner. Bon, c'est la liberté, voilà. Ouais, grave. Franchement, là, c'était le début d'un beau manifeste, genre merci. Juste trop beau ce que tu dis. On a plein de réactions sur le chat, c'est trop cool de vous avoir avec nous. On est à 19 personnes en ligne, c'est trop cool, en direct. J'arrive pas à remonter, Alors. Je suis désolée. Mais oui, du coup, ça a parlé de marxisme culturel. On est désolé, on a plus que 5 minutes, du coup, on va pas en parler. Mais juste, en tout cas, merci l'Auvergnate Relou. C'était trop cool de t'avoir vu. Franchement, avec plaisir, tu reviens. Si t'as des trucs, des thématiques sur lesquelles tu veux qu'on parle, vraiment, n'hésite pas du tout à nous le dire. Et franchement, et aussi, il y avait une autre personne qui était intervenue pour nous dire que c'était trop cool de regarder l'émission en rentrant de la fac. Beaucoup, merci beaucoup. Ouais. Ah, il y a Tartare de Zigounette qui nous a rejoint, qui a rejoint la lutte. Merci Tartare de Merci Zigounette. Tartare de Zigounette. Voilà, franchement, merci d'être aussi longtemps. Je pense qu'on peut conclure. Ouais, du coup, pour revenir, là, on ne peut pas exclure les luttes, les personnes trans des mouvements féministes parce qu'elles sont sujettes sous d'autres formes, mais sujettes quand même, et peut-être avant tout, aux oppressions patriarcales, et que vouloir un féminisme sans trans, ce n'est pas du féminisme parce que c'est transforme et ce n'est jamais que reconduire les mêmes outils oppressifs que le patriarcat le fait sur les femmes. Autre chose à ajouter pour nous expliquer qu'on n'aime pas ? Oui, aussi je voulais ajouter par rapport à ce qui entoure aussi ce thread, c'est que voilà, c'est une personne qui est hyper reconnue par plein de féministes et notamment c'est une porte d'entrée au féminisme et que en fait du coup ça c'est un danger en fait que cette personne se positionne de cette manière parce qu'en fait ça amène plein de personnes qui veulent militer dans le féminisme à adopter ces positions-là. Et du coup, notre but dans cette émission, c'est aussi donner des clés d'analyse pour comprendre en quoi cette personne ne peut pas être... que sur ce point, on ne peut pas suivre cette personne dans le féminisme. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à ce thread, c'est que c'est aussi une personne qui a... que ça a déchaîné vraiment plein de comptes de TERF, donc les personnes qui excluent les personnes trans, les féministes
qui exclut les personnes trans des luttes féministes, et qu'en fait, il y a eu vraiment un appel au cyberharcèlement de plein de meufs trans, et notamment d'activistes meufs trans. Enfin, moi, j'ai vu dans les stories Instagram de cette personne qui a écrit ce thread des photos de meufs trans en nous disant oui, est-ce que ça, c'est une meuf d'après vous ? Parce que la meuf trans avait un peu de barbe en l'occurrence. Enfin voilà, moi, c'est en fait juste... Donc, encore une fois, on en revient à ce que tu disais. S'il y a trop de passing, elle recrée les clichés sexistes. Si on n'a pas fait ça, ce qui est quand même franchement problématique pour désigner une personne, n'est pas une femme. Donc en fait, encore une fois, c'est des injonctions contradictoires qui font qu'elles ne gagnent jamais. Jamais, elles auront le droit d'exister face à ces personnes-là. Et juste, en fait, elle reproduit des modes d'action de masculinistes, quoi. Enfin, genre, l'appel au cyberharcèlement, c'est pas OK. Franchement, j'ai utilisé tous les termes qu'on pouvait employer en termes de unsafe, problématique, pas OK. Mais en fait, juste, c'est pas un mode d'action valable, peu importe, en fait, contre qui. Moi, je vais jamais appeler au cyberharcèlement si les masculinistes, oui, mais à une personne, par exemple, cette personne, j'irai jamais appeler au cyberharcèlement de cette personne, parce que avant tout, en fait, on est là pour se respecter entre nous, même quand on a des contradictions politiques. Du coup, voilà, lis le chat. Du coup, ouais, ah oui, juste Tammuz par rapport à cette tribune. Alors, il y a une tribune qui a été postée dans le Huffington Post, très transphobe, signée par des féministes matérialistes telles que Christine Delphi. En fait, elle a été supprimée pour cause de transphobie, parce que voilà, ce discours est transphobe et du coup ne peut être toléré et condamné par la loi. Et voilà, nous, ça nous a aussi beaucoup déçus. Alors, il y a aussi Erlen Meyer qui nous disait « Merci, j'avais justement un point de vue mitigé sur les trans par rapport au fait que j'avais également le sentiment qu'elles caricaturaient les femmes. Mais je comprends que le souci, c'est l'injonction à la masculinité chez les hommes. » Exactement. Et puis après, dans le fait que ça ne soit pas les personnes assignées qui, selon la norme, devraient user de ces caractéristiques, telles que le maquillage, tous ces artifices de féminité, c'est en fait les détourner, et c'est chouette, parce qu'après, si on sortait le maquillage typiquement d'une pure injonction patriarcale, c'est vrai que c'est joli le maquillage, moi j'aimerais bien voir plein d'hommes maquillés, c'est quand même vachement chouette en termes d'esthétique. Ce qu'ils sortent bien d'un système oppressif, c'est effectivement que tout le monde ait le choix de le faire ou non. Ouais, franchement, voilà, on va conclure. Bon, du coup, je suis désolée, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Ouais. On peut continuer sur les réseaux sociaux. T'as dit quoi ? Ah bon, ok, d'accord. Bon, du coup, on continue. Wesh, les islamo-gauchistes, bien ou quoi ? Sachez Noc, ouais, on est très très bien là, on est au taquet, franchement. Toujours là pour apporter pour la lutte contre le cis-hétéropatriarcat, parce que le grand remplacement du lobby queer, c'est bientôt. Voilà, moi, franchement, ça me ferait trop plaisir de je sais plus ce que je voulais dire. Pardon, bon, salut, ça fait très long pour dire un wesh, ça va. Mais oui, ça va. Il y a la chaîne Vidéas Contrapoint qui est très pédagogique aussi sur cette question des TERF. Ok, merci Tammuz. C'est effectivement une bonne chaîne. Ensuite, on a Zashnok qui nous dit « Ça fait plaisir de voir P8 sur Twitch ». Merci à notre leaduse de toujours, Mathilde, qui a lancé le projet. Grâce à elle, on est sur Twitch. Bravo! Allez, on fait un petit salut. Yes! Et Asma, Ria58, bienvenue dans la lutte et tout. Merci de nous avoir rejoints, ça fait trop plaisir. On est en fin d'émission là sur le lobby queer. On a parlé de transidentité. Alors moi, je voudrais répondre. Tiens, pour une fois, c'est pas souvent que j'ai envie de te répondre, mais je vais répondre à Coolest Monkey. Je ne crois pas que si je me maquille, j'arriverai à pécho beaucoup de meufs. Outre le fait que c'est une connerie, outre le fait que quand même dire que j'espère que tu ne te fais pas beau ou belle uniquement pour pécho. Mais si jamais c'est le cas, moi je connais plein de personnes. Déjà les personnes trans à choc quand même, hein, elles ont aussi le droit d'avoir une vie sexuelle. Et moi en l'occurrence, j'ai un ami qui se définit comme homme mais qui se maquille et il s'en sort super bien. Hein. Alors là, il n'y a rien à redire. Hein. Grave, non franchement, t'inquiète, des beaux moyens de se pimper. Je suis sûre que ça te fera du bien. Grave. Du coup, bon, Asmaria58, désolé, t'étais là depuis 1 heure, c'est juste qu'on a des notifications, là je vois que quelqu'un rejoint la lutte, mais du coup, merci de nous avoir suivis depuis 1 heure, franchement, ça m'a fait trop plaisir
Pour les points réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, P8 Stream. Et notamment, voilà, si vous voulez proposer des thématiques, si vous voulez réagir à des replays, si vous revoyez des émissions et que vous voulez réagir, nous poser des questions, proposer des trucs, vraiment, n'hésitez pas du tout, quoi. Ah ouais. Alors, moi, okay. On va conclure là-dessus. Oui, on va conclure. D'ailleurs, en fait, très belle conclusion de Sachinok. Un petit trait d'eyeliner, ça peut faire la diff. Tout à fait. Follow-nous. Mais oui, followez-nous. Ah, il y a Rilko qui nous a rejoint. Salut Rilko. Alors follow-nous direct. Nous, on va te laisser parce que c'est la fin du lobby queer. On a un petit peu plus avancé dans les moyens de renverser le capitalisme cis-hétéro-patriarcal en combattant les TERF. Merci beaucoup d'avoir suivi le débat avec nous. Ça nous fait très très plaisir. Ouais, c'était trop cool. Et puis voilà. On avait prévu bien d'autres choses. Et du coup, c'est trop cool. On va pouvoir faire d'autres émissions plus longues sur plein d'autres choses, sur les soi-disant privilèges transmasculins et encore plein d'autres choses. Et nous, moi je reviendrai un peu plus tard pour une brève émission avec un appel en direct d'une personne qui a participé à l'action contre les Césars, à la salle les Oscars, pardon, à la salle Playel qui était ce soir où Roman Polanski était nominé 12 fois, le nombre de victimes qui ont porté plainte contre lui. Voilà, du coup on vous retrouve tout à l'heure. Merci en tout cas Lucifer pour cette émission du tonnerre avec toi. Merci Robin Le Nombine, toujours un plaisir. Voilà, et puis on vous retrouve vendredi prochain et au plaisir de vous retrouver sur les réseaux sociaux aussi, quoi. Ouais, et Sachinok, j'arrive à la fin, mais c'est là votre concept. Grosse force à vous, merci beaucoup. Grosse force à toi aussi. Bon week-end, repose-toi bien. Et merci à Coolest Monkey, toi aussi, bonne soirée. Ça fait plaisir de t'avoir. On t'a souvent sur plusieurs émissions et tout, et en vrai, c'est trop cool que tu nous suives. Attention au goulag, mais ça nous fait vraiment plaisir de savoir que t'es là. Ouais. Il y a la banderole qui rage quit. Voilà, la banderole la rage quitte. Voilà, ça c'est le début de l'insurrection. On n'a pas fini le live, par contre. Non, on n'a pas fini le live, on est encore là. Ouais, non, pardon, on n'a pas fini le live, désolé, c'était peut-être pas clair. Pardon, non, restez avec nous, on a encore plein de capsules. Voilà, il y a encore 2 capsules, franchement, partez pas. Là, on suit avec une émission sur le blocage, comment bloquer ta fac, comment bloquer ta maison, comment bloquer ton squat, comment bloquer ton université. Va bloquer ton voisin. Voilà, va bloquer la CAF, va bloquer le Crous, va bloquer l'institution, va bloquer l'Élysée. Va bloquer la maison de la turf de ton quartier. Allez, gros bisous, à très vite. Salut.